Dans la ville de Columbus, le meurtre de Christy Mullins va hanter les habitants pendant plus de 40 ans. Mais grâce à la détermination de certaines personnes, des réponses vont être données. Et c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 août 1975 à Columbus, qui se situe dans l'état de l'Ohio. C'est une chaude journée d'été pour les habitants de la ville et les vacances touchent bientôt à leur fin. Christy Mullins, une adolescente de 14 ans, a bien l'intention de profiter de cette journée et elle ne veut pas rester à s'ennuyer chez elle avec sa petite sœur Kim, 13 ans. Elle reçoit un coup de téléphone de la part d'une voisine, Lisa, qui lui propose de passer du temps ensemble. Christy et Lisa ne sont pas de proches amies, mais elles avaient déjà passé quelques sorties, elles avaient déjà passé du temps ensemble pendant cet été justement. Elles ont deux personnalités complètement opposées. Christy est une fille plutôt timide, réservée, gentille, et qui a parfois tendance à être assez naïve pour son âge. Lisa, elle, a une personnalité beaucoup plus exubérante, elle s'intéresse aux garçons, elle aime attirer l'attention, et elle fait plus que son âge. Sa petite sœur Kim est à côté d'elle lorsqu'elle reçoit ce coup de téléphone et elle lui rappelle que Christy lui a promis de venir avec elle à la piscine du quartier. Cette piscine est seulement à quelques rues de leur domicile et c'est un endroit où de nombreux enfants et adolescents se retrouvent pendant les chaudes journées d'été. Se rappelant de sa promesse, Christy accompagne sa petite sœur à la piscine. Arrivée sur place, Kim va directement dans l'eau pendant que Christy, elle, reste à l'extérieur. Pendant qu'elle nage, Kim aperçoit Lisa, la fille qui avait téléphoné, se diriger vers sa sœur et lui parler. Elle voit Christy se lever, prendre ses affaires et partir sans un mot. Kim est assez surprise de la voir partir comme ça sans rien dire, mais elle n'a pas envie d'être la petite sœur embêtante, donc elle décide de ne rien dire et de continuer à nager de son côté. Les deux filles partent de la piscine et Lisa lui explique le plan de la journée. Elle a été en contact avec un homme au téléphone qui lui indiquait qu'il y avait à 13h45 une compétition de Pop-Up Girl vers le centre commercial de la ville. Et pour la personne qui gagnait le concours, il y avait une petite récompense à gagner. C'est donc pour ça qu'elle veut que Christy l'accompagne cette journée. Les filles marchent en direction du magasin. Elles arrivent au niveau de l'arrière, proche d'une zone boisée, où il y a en fait très peu de passages. Et personne n'est présent sur le parking, donc elle commence à trouver ça bizarre qu'il n'y ait pas forcément le concours. Lisa décide de rentrer dans le magasin pour vérifier l'heure, et elle laisse Christy au niveau de la barrière sur le côté, seule en attendant. Elle pénètre dans le centre commercial et elle constate qu'il est 13h40. Elle retourne voir Christy et en tout cela lui prend vraiment 5 minutes. Lorsqu'elle revient à l'endroit où elle a laissé Christy, celle-ci n'est plus là. Lisa patiente quelques minutes et elle décide de faire le chemin du retour. Elle fait une pause sur sa route, elle s'assoit sur un rocher et elle décide d'attendre environ 15 minutes pour voir si elle aperçoit ou si elle entend Christy, mais ce ne sera pas le cas. Elle continue alors sa route et elle retourne à la piscine vers 14h30. En parallèle, Henry Newell Jr., sa femme Pam et l'enfant de celle-ci, Bobby, se rendent dans ce centre commercial pour acheter une peluche pour la petite dernière de la famille. Ils arrivent sur place à 13h45 et ils ne remarquent rien de spécial. Lorsqu'ils sortent du magasin, Henry est soudainement pris d'une envie pressante et il décide d'aller dans les bois qui se trouvent à côté. Pam et Bobby l'accompagnent aussi. Après qu'Henry se soit soulagé, la famille continue de se balader un petit peu plus dans les bois, jusqu'à ce qu'ils soient témoins d'une scène d'horreur. Devant eux se tient un homme avec une grande planche de bois à la main, frappant avec sur quelque chose. Mais dès qu'il aperçoit la famille, il s'enfuit en courant. Henry s'avance de la zone où était l'homme et aperçoit le corps d'une fille au sol, couvert de sang, méconnaissable. Il y a une planche de bois maculée de sang sur son visage, et dans un geste de colère, Henry se saisit d'elle et la balance violemment dans les bois. Pam, qui a des notions de secourisme, cherche un pouls. Il n'y en a pas et elle comprend que malheureusement, la jeune fille est déjà décédée. Henry enlève son t-shirt et décide de placer sur le visage de la victime et la famille part en courant, retournant ainsi dans le magasin pour pouvoir appeler la police. Ils vont passer l'appel entre 14h20 et 14h25. Les policiers se rendent sur place et font leur première constatation. La victime a été battue à mort. Il est impossible de la reconnaître. Ses mains étaient attachées avec un cordon téléphonique et son haut de maillot a été baissé de sorte qu'on voit tout le haut de son corps, mais par contre, elle a toujours tout le reste de ses vêtements. Henry parle à la police et fait une description du suspect qu'il a aperçu.
Il s'agit d'un homme de type caucasien dans les 1,80 m, mince. Il était torse nu, portait un jean déchiré et il avait de longs cheveux noirs. Et il semblait également ne pas s'être rasé depuis plusieurs jours puisqu'il avait le début d'une barbe mal rasée. Grâce à ces témoignages, un portrait robot est établi et publié dans le journal local. Et à la fin de la journée, les policiers confirment que la victime est la jeune Christy Mullins. Le lendemain du crime, il est 17 h quand un officier en patrouille repère un homme qui ressemble beaucoup au portrait robot. Cet homme s'appelle Jack Carmen. Les policiers l'arrêtent et ils l'amènent au poste de police pour l'interroger. L'interrogatoire va durer plus de 6 heures et à la fin de celui-ci, Jack confesse tout le crime et il explique le déroulement des faits. Cette journée du 25 août, Jack décide de se rendre dans ce même centre commercial. Il prend plusieurs bus pour s'y rendre et il achète une paire de jeans et un t-shirt. Lorsqu'il ressort du magasin, il aperçoit Christy qui attendait sur le côté, sur la barrière, entre 13h40 et 13h50. Il l'attrape, l'amène dans les bois derrière lui où il la viole et il la tue. Il donne des détails que seul le tueur peut connaître et Henry et Pam vont identifier formellement Jack comme l'homme qu'ils ont vu dans les bois. L'affaire est donc résolue, c'est un véritable succès pour les policiers, une affaire d'homicide résolue en seulement une journée. Mais pourtant, tout le monde n'y croit pas et plusieurs éléments laissent planer le doute quant à la culpabilité de Jack. Le couple qu'il a identifié l'avait déjà aperçu plus tôt. Les policiers leur avaient montré Jack lorsqu'ils l'avaient amené sur les lieux du crime. Donc, lors de l'identification, cela aurait très bien pu jouer sur leur choix. Et plusieurs éléments concernant Jack l'éloignent du profil d'un tueur. Jack vit dans un établissement particulier. Il a un déficit mental, son QI est d'environ 50, chose que les policiers vont utiliser en expliquant que ce type de personne a plus tendance à devenir des criminels, à être violent. Et cette affirmation est assez triste, car finalement, ça tend à montrer que les personnes en situation de handicap seraient plus susceptibles de devenir des tueurs. Mais ce n'est pas le cas. Avoir un handicap ne fait pas d'eux des personnes agressives et violentes. Jack n'a justement jamais eu de problème avec la justice concernant une quelconque violence. Il a eu des problèmes, c'est vrai, mais des problèmes à cause de consommation de drogue, et une autre fois parce qu'il n'a pas traversé sur le passage piéton. C'est quelqu'un de doux, et les gens expliquent qu'il pourrait dire tout ce que vous voulez entendre pour vous faire plaisir, jusqu'à confesser un meurtre qu'il n'aurait pas commis. C'est aussi quelqu'un de très pudique qui n'aime pas montrer son corps, il porte toujours de longs et grands t-shirts avec une paire de jeans. Pourtant, l'homme que le couple a aperçu dans les bois était torse nu. Et lorsqu'ils avaient interrogé Jack, il avait précisé qu'il portait un jean et un t-shirt rouge. Son entourage explique également qu'il n'a pas la force nécessaire pour se saisir d'une jeune fille de 14 ans, de la traîner dans les bois et encore moins avec ce peu de laps de temps dont il disposait. Le dernier élément, et c'est peut-être quelque chose qui vous intrigue aussi depuis le début, c'est cette histoire de compétition de Pom-Pom Girl racontée par Lisa. Beaucoup de personnes qui connaissent les deux jeunes filles, donc qui connaissent Lisa et Christy, ne croient pas du tout à cette version. Christy, elle était trop timide et réservée pour ça, et elle n'avait aucun intérêt pour ce sport. Les amis de Lisa, eux, expliquent qu'elle non plus, elle n'avait pas de passion pour ce sport, et qu'au contraire, elle n'aimait pas les pom-pom girls, et elle se moquait d'elles lorsqu'elle les voyait au lycée. Et puis, qui aurait envie de faire une compétition de sport alors qu'il fait 32 degrés dehors ? La plupart des gens s'accordent à dire que cette histoire a été créée de toutes pièces, et qu'elles sont allées là-bas pour une autre raison. Mais laquelle ? Il y a aussi ce qu'a raconté Lisa par rapport à la disparition de Christy et après son meurtre. Le jour de sa disparition, Lisa a dit à la mère de Christy que la dernière fois qu'elle l'avait vue, c'était à la piscine. Or, on sait que c'est faux. Elle racontera plus tard à Kim qu'elle était la personne visée, que ça ne devait pas aller aussi loin, mais qu'elle ne pouvait rien dire de plus. Les policiers entendent les doutes des habitants et ils tentent de les rassurer en expliquant qu'effectivement, la version des faits de Lisa a changé plusieurs fois, mais qu'après être passée au détecteur de mensonges, ils peuvent confirmer que les parties les plus importantes de son histoire sont vraies. Le 3 septembre, Jack n'a pas de procès puisqu'il plaide coupable afin d'échapper à la peine de mort et il est condamné à la prison à perpétuité. Il dira à son avocat qu'il voulait que l'affaire soit rapidement classée car il ne veut pas que ses amis et Dieu soient en colère contre lui. Peu de temps après, un comité de soutien pour Jack va être créé et des pétitions vont être signées demandant la réouverture de l'affaire car beaucoup ne croient pas en sa culpabilité. En parallèle, un étudiant de l'université de l'Ohio, Jim Jaworczyk, décide d'écrire un article concernant l'affaire pour le journal étudiant et il commence à faire ses propres investigations.
Dès le début, des éléments vont lui sembler étranges. Il décide de refaire la route que Jack dit avoir empruntée et découvre que certaines personnes l'ont vu dans l'établissement dans lequel il vivait vers 13h30. Il refait la route, reprend les mêmes bus qu'a pris Jack en partant à 13h30 de l'établissement et il constate qu'au plus tôt, Jack aurait été sur place à 14h15, ce qui ne concorde pas avec les faits. Puisque si vous vous souvenez, Jack avait dit avoir aperçu Christy entre 13h40 et 13h50. Il va également rencontrer le père de Christy, Norman Mullins, et il comprend que cet homme non plus ne croit pas en la culpabilité de Jack, ou il pense qu'il y a au moins une autre personne impliquée dans cette affaire. Avec tous les doutes qui entourent la culpabilité de Jack, Norman Mullins décide de faire ses propres recherches afin de découvrir qui a pu tuer sa fille. Mais il se retrouve face à un mur de silence. Les habitants de la ville refusent de parler et semblent avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Le 12 décembre 1977, après 2 années passées en prison, Jack obtient son premier procès. Il dure en tout 6 jours. Et la défense de Jack indique que l'expertise du corps de Christy a démontré qu'elle n'avait pas été victime de viol, comme l'avait confessé Jack pourtant. Et justement, l'enregistrement de ses aveux va être diffusé durant le procès et les jurés et l'audience sont choqués en les entendant. On comprend clairement que les phrases qu'il dit et tous les éléments qu'il ajoute ont été donnés par les policiers. Il a clairement été guidé dans ses aveux. Après 2 heures de délibération, Jack Carmen est déclaré non coupable et il est libéré de prison. L'affaire Christy Mullins n'est plus une affaire résolue, mais bien irrésolue, et les policiers décident de réouvrir l'affaire et recommencent à faire leur enquête, mais après 6 mois passés dessus, ils estiment que ça ne mènera à rien et ils arrêtent. Et c'est ainsi que l'affaire Christy Mullins devient un cold case. Norman, lui, n'abandonne pas et il continue de chercher de son côté. Pendant des années, il va être heurté à ce mur de silence. Il va essayer de prendre des notes, de garder des coupures de journal, enfin tout ce qui concerne le meurtre de Christy, mais malheureusement, les gens ne parlent pas et continuent de se méfier. En 2006, Norman meurt des suites d'un cancer et il n'y a plus personne pour tenter de découvrir cette vérité. Les années passent ainsi jusqu'en 2013. En 2013, un ancien avocat nommé John Haller s'intéresse à l'affaire et décide d'enquêter dessus. Et pour ça, il va demander la collaboration de la famille Mullins et il va ainsi obtenir tous les documents et notes que Norman avait accumulés. En consultant les documents, il comprend rapidement que Norman ne croyait pas du tout en la culpabilité de Jack, mais qu'il suspectait quelqu'un d'autre. Henry Newell Jr., l'homme qui a trouvé le corps de Christy. Henry a déjà un casier criminel pour des antécédents de drogue, de violence. Il a même été en prison pour avoir tenté de brûler sa propre maison afin de recevoir l'argent de l'assurance. Pendant ses recherches, John découvre aussi que Christy avait consommé de la marijuana quelques semaines avant son meurtre. Après, c'était les années 70, c'était pas si rare que des adolescents en trouvent et en consomment. Mais cette information est importante pour 2 raisons. La première est que les jeunes se retrouvaient souvent dans les bois, là où on a retrouvé le corps de Christy pour en consommer. La deuxième est que la personne qui leur procurait ces drogues n'était autre que Henry Newell. La plupart des habitants ont peur de lui. Il se balade avec une arme, il est menaçant, on le voit faire de nombreux allers-retours dans cette fameuse forêt. Ce sont encore plein d'éléments qui relient vraiment Henry au meurtre de Christy Mullins. Il faut quand même préciser qu'en 1975, les policiers ont eu quelques doutes concernant Henry. Et ils avaient essayé de parler en tête-à-tête avec sa compagne, Pam, pour en apprendre plus. Mais à chaque fois, il y avait un empêchement. Elle était malade, elle était partie en vacances, elle était trop occupée, enfin toujours une excuse. Et malheureusement, ils n'ont pas plus insisté ni fait plus d'investigations autour du couple. Mais John ne peut plus interroger Henry car il est décédé en 2013 des suites d'un cancer. Tout comme Pam, qui, après son divorce avec Henry en 1982, s'est donné la mort l'année qui a suivi ce divorce. Avec toutes les informations que John a recueillies, il décide de publier un livre en 2014, relatant toutes les informations obtenues et également parlant de théories possibles. C'est justement grâce à ce livre que j'ai pu faire une grosse partie de mes recherches. À peine 1 mois après sa publication, John reçoit beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Et surtout, il reçoit un témoignage inespéré, celui de la nièce de Henry, Pam Brown. John parle à Pam au téléphone et la première chose qu'elle lui dit c'est « Vous savez que c'est lui le coupable, pas vrai ?»
Elle continue et elle explique à John que son oncle lui a confessé le crime des années auparavant, mais qu'elle avait trop peur de parler et de tout raconter à la police. Mais lorsque son oncle est décédé, elle était sur internet et elle est tombée sur son avis de décès. Juste en dessous se trouvait celui de Christy. Et en voyant ça, elle savait qu'un jour ou l'autre, elle allait devoir en parler. Et c'est lorsqu'elle a vu la publication du livre de John qu'elle s'est dit qu'il était temps de tout raconter à la police. Voici ce que Henry lui a confié dans les années 90. Le 23 août 1975, il marche dans la zone boisée, proche du centre commercial, lorsqu'il aperçoit Christy assise sur la barrière. Il commence à lui parler et il la convainc de venir avec lui dans les bois. Arrivé là-bas, il commence à essayer de l'embrasser, mais elle le repousse et elle lui demande d'arrêter. Il s'énerve, il lui attache les mains et la viole. Christy se met à crier et à pleurer, alors Henry se saisit d'une planche de bois et la frappe en la battant à mort. Il part ensuite en courant, perdant une sandale. Il rentre chez lui, il part directement prendre une douche. En sortant de la douche, il dit à Pam « Si quelqu'un te demande, j'étais avec toi toute la journée ». Il dit alors à Pam et son beau-fils qu'ils vont faire une balade dans les bois et c'est là qu'ils font la découverte du corps de Christy et qu'ils appellent la police. Il a également expliqué avoir fait une description de Jack Carmen car c'était un copain de boisson. Et donc il savait qu'il avait un déficit mental et pour lui c'était une cible facile et un coupable idéal. Pour John, ce témoignage dans l'ensemble semble assez véridique, mais il y a quelques éléments qui ne correspondent pas. Comme le fait que Henry ait violé Christy, l'autopsie avait révélé que Christy n'avait pas subi de viol, mais c'est vrai qu'étant donné la disposition de ses vêtements, il y a pu avoir une tentative. Peu de temps après ce témoignage, un autre témoin, surprise, appelle John pour lui raconter sa version des faits. Et il s'agit de Bobby, le beau-fils de Henry, qui était avec eux dans les bois lorsqu'ils ont découvert le corps de Christy. Bobby indique que cette journée, Henry n'est pas allé dans les bois une seule fois comme il l'affirmait, mais bien 2 fois. Avant la découverte du corps de Christy, son beau-père est sorti dehors pendant environ 30-40 minutes et lorsqu'il est revenu, il était torse nu, pieds nus, avec des écorchures au niveau du corps et du visage. Et il a vu sa mère et Henry s'enfermer dans leur chambre pour parler et lorsqu'ils sont ressortis, ils ont déclaré qu'ils allaient se rendre au centre commercial et sont passés par la forêt. Lorsqu'il marchait, il entendait Henry dire plusieurs fois « Non, ce n'est pas là ». Et à un certain moment, sa mère lui a dit de ne pas bouger. Et donc Bobby est resté à un endroit et elle et Henry sont partis dans une autre zone. Puis sa mère est rapidement revenue en pleurant et toute la famille est partie prévenir la police. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas appris ça plus tôt. Eh bien en fait, c'était le cas. Cette déclaration avait déjà été faite lors du procès de Jack Carmen, lorsque Bobby avait témoigné pendant ce procès. Pourtant, ce n'était pas aller plus loin. Avec tous ces éléments, les personnes manifestant leur soutien sur les réseaux sociaux, un comité de soutien qui demande la justice pour Christy, la police ne peut plus fermer les yeux et elle décide enfin de réexaminer tout le dossier de Christy. En novembre 2014, la police tient une conférence de presse et déclare ceci. La division de police de Columbus souhaite présenter officiellement et publiquement des excuses à la famille et aux amis proches de Christy Mullins pour le manque d'action entreprise dans la poursuite d'Henry Newell comme suspect par les enquêteurs il y a 40 ans, et pour tout préjudice qui a pu résulter de ces actions. Certains proches de Christy sont présents durant cette conférence, dont sa petite sœur Kim. Et lorsqu'elle entend la déclaration des policiers, elle décide d'enregistrer tout ça sur son téléphone. Puis elle se rend sur la tombe de son père pour lui faire écouter. C'était d'une certaine façon pour lui montrer qu'il avait eu raison de croire à la culpabilité de Henry et de n'avoir jamais lâché toutes ces années, quoi qu'en disent et en pensent les habitants de la ville, mais également la police. Kim explique que bien sûr c'est un soulagement d'avoir une reconnaissance officielle, mais finalement c'est une victoire plus qu'amère. Il n'y a personne à condamner à présent. On ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé, et Henry a pu continuer de vivre sa vie tranquillement sans être inquiété. En étudiant l'affaire, il y a beaucoup de choses qui m'ont déconcertée. L'élément principal est bien sûr le fait qu'on n'ait pas fait plus d'investigations autour de Henry, car ce n'est pas comme s'il n'y avait eu aucun élément qui a amené à le soupçonner. On entend souvent dire que la personne qui découvre le corps est le premier suspect, mais ça ne me semble pas avoir été le cas dans cette affaire. L'autre élément est le traitement qu'a reçu Jack Carmen, le fait d'en faire un coupable idéal parce qu'il a un déficit intellectuel. Cela conduit seulement à stigmatiser des personnes en situation de handicap et à véhiculer de fausses informations. Et justement, étant donné son retard, on aurait dû prendre ça en considération par rapport à ses aveux
et peut-être, je ne sais pas, faire appel à quelqu'un de spécialisé pour vérifier la véracité de ses dires. Et finalement, en faisant ça, la police a totalement donné raison à Henry, qui a choisi d'accuser Jack à cause de ses difficultés. Il y a aussi le fait que malgré les demandes effectuées au cours de toutes ces années, les policiers ont refusé pendant 40 ans de se pencher à nouveau sur l'affaire et même si beaucoup de personnes pensaient que Henry était coupable, elles ne le formulaient pas, mais c'était un peu le village s'en doutait. Et ça me fait beaucoup de peine de savoir que le père de Christy n'a jamais pu avoir confirmation officielle que ses soupçons étaient avérés. Il s'est battu jusqu'au bout pour obtenir justice pour Christy. C'est aussi grâce au travail de personnes comme Jim Jaworczyk ou John Oller que les choses ont pu avancer. Et c'est justement grâce à ce genre de détermination que des affaires peuvent être résolues après toutes ces années passées. Si l'affaire vous a intéressé, je vous conseille de lire le livre de John Oller qui contient beaucoup plus de détails par rapport à l'affaire en général et qui parle également plus dans l'application possible ou en tout cas des doutes concernant Lisa. Mais je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais il reste tout de même des questions sans réponse, comme est-ce que l'histoire de Pom Pom Girl était vraie? Et si c'est le cas, qui a passé cet appel pour prévenir Lisa qu'il y avait cette compétition? Peut-être que certaines personnes parleront plus tard et répondront à ces interrogations. Avec les cold cases, on apprend que même après des décennies, les gens se mettent à parler. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour les notifications. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.